Et coucou les petits scientifiques. Aujourd'hui, on révise le chapitre 13 sur les condensateurs. Et je crois que je vais en parler à mon fils parce que il a démonté tout son jouet en pensant que le problème venait de là. Tout notre chapitre porte sur le condensateur, on vous l'a suffisamment rappelé. On va essayer dans un premier temps de savoir ce que c'est qu'un condensateur, comment on le représente, quelles sont les grandeurs qui le caractérisent et comment il fonctionne. C'est parti. Un condensateur, il est constitué par deux plaques A et B qu'on va appeler des armatures, qui sont séparées par un matériau isolant. Du coup, pour le symboliser, rien de plus simple. Et par convention, on va plutôt le représenter dans l'autre sens. Le condensateur est un dipôle capacitif, c'est-à-dire qu'il va pouvoir accumuler les charges sur une de ses armatures. Du coup, on va pouvoir déterminer la capacité de notre condensateur. Première formule du chapitre, C égale epsilon fois S sur E. La capacité C s'exprime en farad. Epsilon correspond à la permittivité du matériau. Chaque matériau a sa propre valeur pour epsilon. S correspond à la surface de notre armature, donc autrement dit, plus la surface est grande, plus la capacité du condensateur sera grande. Et E correspond à l'épaisseur de notre matériau isolant. De la même façon, plus E est petit, plus la capacité du condensateur sera grande. Lorsqu'un condensateur est placé dans un circuit sous tension, une de ses armatures va recevoir le courant électrique. Elle va donc se charger positivement. L'autre armature, elle, est celle qui recevra les électrons, elle sera chargée négativement. Lorsqu'il est placé dans un circuit avec un générateur, le condensateur va donc se charger. La charge du condensateur, Q, va donc dépendre de la valeur de sa capacité et de la tension qu'il y a entre ces bornes. Q égale C fois UC. Une fois qu'il est chargé, ce condensateur, il peut maintenant jouer le rôle d'un générateur. On le place dans un circuit dans lequel il n'y a pas de générateur, c'est lui qui va maintenant livrer un courant électrique. On s'attarde quelques secondes sur la modélisation. Dans le cas où le condensateur est sous tension, on a la tension UC aux bornes du condensateur qui est de sens opposé à l'intensité du courant qui arrive dans le condensateur, alors que dans le cas où le condensateur est en décharge, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus de générateur dans le circuit, dans ce cas-là, c'est lui qui fournit l'intensité, c'est lui qui fournit le courant au circuit. On a donc UC et I qui sont dans le même sens. On vient de dire précédemment que lorsque le condensateur est placé avec un générateur, il est en charge. Étudions la charge du circuit RC de plus près. Et pour étudier la charge du condensateur, il va falloir que l'on établisse et que l'on résolve une équation différentielle à partir de la loi des mailles. Alors, la loi des mailles, ça donne quoi? Ça nous donne UG moins UR moins UC égale 0 ou UG égale UR plus UC. La tension aux bornes du générateur, elle est notée E. Concernant la tension aux bornes de la résistance, c'est R fois l'intensité, ce qui nous donne E égale RI plus UC. Petite précision importante dans cette étude, les intensités et les tensions dépendent du temps, elles n'ont pas tout le temps la même valeur, on va donc les noter avec des lettres minuscules. Comme on a aussi I égale dQ sur dt, on va remplacer I dans notre équation précédente. Nous avons dit tout à l'heure que Q, la charge du condensateur, dépend de la capacité et de la tension entre ces bornes. On va donc à nouveau remplacer Q par C fois UC dans notre équation. Et comme C est une constante, on peut la sortir de la dérivée et on obtient l'équation différentielle ci-dessous. Il ne nous reste plus qu'à la résoudre. Dans cette équatif, on va définir la grandeur taux qui correspond au produit de R fois C. Pour résoudre cette équation différentielle, on va avoir trois étapes. La première étape consiste à trouver la solution générale de l'équation sans second membre. L'équation sans second membre, eh bien c'est la même, sauf que au lieu d'avoir égal E, on va avoir égal 0. Et la solution de l'équation taux d de UC sur dt plus UC égale 0 est forcément de la forme k exponentielle moins t sur taux. Cette constante k, il faudra la déterminer tout à l'heure avec les conditions initiales, mais pour l'instant, on passe à la deuxième partie de l'équatif. Et on doit trouver la solution particulière de l'équation avec second membre. Solution particulière, on considère que la tension aux bornes du condensateur ne varie pas, c'est une constante. Dans ce cas-là, d de UC sur dt égale 0. Et notre équatif est bien simplifié. On se retrouve alors avec UC égale E.
Avec ces deux cas, on a trouvé deux solutions pour notre équadif et la solution générale, eh bien, c'est la somme de ces deux solutions-là. La solution générale est de la forme UC égale K fois exponentielle moins T sur tau plus E et c'est à ce moment-là seulement qu'on va récupérer la constante K avec les conditions initiales. À T égale 0, notre condensateur il n'est pas chargé. Du coup, la tension qui règne entre ces bornes est égale à 0 volts. Et on remplace ça dans notre solution générale pour obtenir à la fin que K égale moins E. La solution de notre équation différentielle est donc UC égale E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau. Évidemment, on vous l'a suffisamment dit en classe, mais on remet une petite couche ici, cette démonstration est à savoir par cœur. Si on représente la tension en fonction du temps, on obtient bien une fonction croissante, ce qui correspond à l'expression de UC, E fois 1 moins exponentielle moins T sur tau. C'était la petite parenthèse mathématique. Ce qui va nous intéresser, nous, en physique, c'est plutôt tau, la constante de temps qu'on a définie tout à l'heure, tau égale RC. Eh bien, lorsque T est égal à tau, le condensateur est forcément chargé à 63%. Si vous voulez vous en faire la démonstration, reprenez la partie court, elle est à l'intérieur. De la même façon, lorsque T est égal à 5 taux, donc 5 fois R fois C, le condensateur sera chargé à 99%. Et on dit qu'on a atteint à ce moment-là le régime permanent. Il faut donc comprendre que si l'on prend une résistance différente ou un condensateur de capacité différente, on n'aura pas le même temps de charge. Une fois chargé, le condensateur va se décharger dans le circuit. Encore une fois, il va falloir que l'on établisse l'équation différentielle à partir de la loi des mailles. Même principe que tout à l'heure, on obtient RI plus UC égale 0 et on va utiliser les deux formules I égale dQ sur dt et Q égale C fois UC pour les remplacer et obtenir l'équation différentielle. Et si on observe bien, on remarque qu'on obtient une équadif sans second membre, la même que tout à l'heure, RC DUC sur dt plus UC égale 0. Et en posant encore une fois tau égale RC, on obtient une solution de la forme UC égale K fois exponentielle moins T sur tau. On va utiliser les conditions initiales pour trouver K. Et attention cette fois-ci, à T égale 0, le condensateur est complètement chargé, donc sa tension correspond à E. On peut donc déterminer que K égale E. Ce qui nous donne comme solution générale de l'équation différentielle de décharge UC égale E fois exponentielle moins T sur tau. Allez, encore un petit point mathématique. Si on trace la représentation de la tension en fonction du temps, on obtient une courbe décroissante, ce qui correspond bien mathématiquement à l'écriture UC égale E fois exponentielle moins T sur tau. Et cette fois-ci, lorsque T égale tau, le condensateur est déchargé à 63%. Ça veut donc dire qu'il lui reste encore 37% de charge à l'intérieur. Et lorsque T égale 5 taux, le condensateur est déchargé à 99%. Là aussi, on a fini le régime transitoire, on passe au régime permanent. On vient d'étudier la charge, puis la décharge de notre condensateur. Et si on impose à ce condensateur une tension pendant un certain laps de temps, et puis pendant le même temps, on ne lui fournit plus de tension, on lui refournit la tension, on ne fournit plus de tension, on va lui appliquer une tension carrée. Dans ce cas-là, on va avoir des cycles de charge et des cycles de décharge qui s'alternent. Et il faut faire attention puisque si la fréquence de notre tension carrée est trop grande, eh bien le condensateur n'aura pas le temps de se charger complètement. Il faut que la période de notre générateur soit supérieure à 5 taux pour obtenir une charge d'au moins 99%. On en a fini avec la partie électricité de ce chapitre. Alors je vous conseille de faire et refaire encore les équations différentielles et leur résolution pour la charge et la décharge d'un circuit RC jusqu'à ce que vous soyez au point. Et nous, on passe à la partie mécanique en attendant. On s'intéresse du coup à ce qui se passe à l'intérieur du condensateur. Et on va commencer par faire des petits rappels de ce qu'on avait vu en première spécialité. Puisqu'on a deux plaques, une positive, une négative, entre ces deux plaques, il va régner un champ électrique E qui est toujours orienté du plus vers le moins. La valeur de ce champ E est égale à U sur D. U étant la tension entre les deux plaques et D la distance qui sépare les deux plaques. Vu aussi l'année dernière en spé, la force électrique que va subir toute particule chargée qui rentrerait à l'intérieur de ce champ électrique.
F égale Q fois E, Q étant la charge de la particule qui pénètre à l'intérieur de ce champ électrique. Bon bah du coup on a deux possibilités, soit la particule qui rentre elle est chargée positivement, soit elle est chargée négativement. Faisons des rappels des deux cas. Premier cas, la particule est positive. Dans ce cas, le champ et la force sont dans le même sens puisque F égale Q fois E. Dans le deuxième cas, la particule est négative. Dans ce cas-là, si on applique la formule F égale Q fois E, on va avoir le vecteur F et le vecteur E qui sont de sens contraire. Une précision importante. Dans toutes nos études, on va négliger le poids de la particule devant la force électrique qu'elle subit. Allez, on est prêt à reprendre les bonnes habitudes. En mécanique, on a une particule de charge Q qui va rentrer dans un condensateur avec une vitesse V0. Tout ça, nous l'avions déjà repris dans le TP45, mais on en remet une couche pour être sûr que vous maîtrisez totalement. Notre système d'étude, c'est la particule qui a une charge Q, le référentiel et le référentiel terrestre supposé galiléen. Et lorsque l'on fait le bilan des forces, il ne nous reste que la force électrique puisqu'on néglige le poids de la particule. On applique la deuxième loi de Newton, somme des forces égale ma, et on en arrive à trouver l'expression de l'accélération A égale Q sur M fois E. Bon, du coup, si notre particule est positive, on aura le vecteur accélération et le vecteur champ qui seront dans le même sens. On aura une déviation vers le bas. Et tout ça, c'est logique parce que si notre particule est positive, elle va avoir tendance à être attirée par la plaque négative. Et de la même façon, si notre particule est négative, les deux vecteurs A et E sont de sens contraire, notre particule va être déviée vers le haut. Voilà pourquoi sur la représentation, vous avez un tracé vert pour la particule négative, un tracé rose pour la particule positive. On poursuit notre étude du mouvement de la particule à l'intérieur du condensateur. On a l'accélération qui est égale à Q sur M fois E, le champ électrique. On va exprimer les coordonnées du vecteur accélération dans notre repère OIJ. Le vecteur E est orienté vers le bas, donc il n'a pas de coordonnées sur l'axe OX. Et concernant l'axe OY, attention, il y aura un signe moins devant. Une fois qu'on a le vecteur accélération, on intègre pour trouver la vitesse. Pour les coordonnées du vecteur vitesse, on obtient Vx de t égale C1 et Vy de t égale moins Q sur M ET plus C2. C'est avec les conditions initiales que l'on va retrouver les valeurs des constantes C1 et C2. À t égale 0, le vecteur vitesse, c'est le vecteur V0 qui est uniquement horizontal. On obtient donc Vx de t égale V0 et Vy de t égale moins Q sur M ET. Il nous reste à intégrer le vecteur vitesse pour obtenir maintenant le vecteur position. Les coordonnées du vecteur position sont x de t égale v0t plus c3 et y de t égale moins q sur m e t carré sur 2 plus c4. Une nouvelle fois, c'est avec les conditions initiales que nous allons déterminer les constantes c3 et c4. À t égale 0, la particule part du point origine, donc on a c3 et c4 qui valent 0. On vient d'établir les 6 équations horaires du mouvement de la particule à l'intérieur du condensateur. Il ne nous reste plus qu'à établir l'équation de la trajectoire. La méthode pour établir l'équation de la trajectoire est la même que celle que nous avions vue dans le chapitre de mécanique dans le champ gravitationnel. On va dans un premier temps isoler t dans l'expression x de t, ce qui va nous donner t égale x sur V0, et on remplace t par x sur V0 dans l'expression de y. Et on obtient une équation de la trajectoire du type y de x égale moins QE sur 2m V0 carré, x carré. Une nouvelle fois, on peut se faire la remarque que si la particule est positive, on va avoir une équation de la trajectoire du type moins une constante fois x carré, donc orientée vers le bas. Et si la particule est négative, on va avoir y de x égale plus une constante fois x carré. On aura donc une parabole orientée vers le haut. Si on regarde bien, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait dans le précédent chapitre de mécanique. Il n'y a pas grand-chose qui change, hormis la force subie par la particule au départ. Au lieu d'être le poids, c'est une force électrique. Donc plusieurs cas de figure, soit la particule a une charge positive, soit la particule a une charge négative. Et rappelez-vous, on avait aussi vu le cas où la vitesse de départ n'était pas horizontale, mais si elle forme un angle alpha avec l'horizontale. On regarde cet exemple.
Prenons l'exemple d'une particule positive qui va rentrer à l'intérieur d'un condensateur avec une vitesse V0 qui forme un angle alpha avec l'horizontale. On cherche à établir les 6 équations horaires correspondant au mouvement de cette particule. Pour l'accélération, on n'a aucun changement par rapport à tout à l'heure. Le vecteur accélération a toujours pour coordonnées à x de t égale 0 et à y égale moins q sur me. Pour le vecteur vitesse, ce qui va changer, ce sont les conditions initiales, puisque maintenant, le vecteur V0 va avoir des coordonnées sur l'axe OX et sur l'axe OY. C'est là que vont intervenir le cosinus alpha et le sinus alpha. Notre vecteur V0, il a pour coordonnées V0 cos alpha, V0 sinus alpha, et ce sont ces valeurs-là qui vont correspondre à nos constantes C1 et C2. Du coup, ça provoque des petits changements dans l'expression du vecteur position, pour lequel on va obtenir x de t égale V0 cos alpha t et y de t égale moins q sur me t carré sur 2 plus V0 sinus alpha t. Les conditions initiales concernant la position, elles restent inchangées puisque notre particule part du point O. Encore une fois, on peut se faire la remarque que c'est exactement la même chose que ce que l'on faisait dans le chapitre de mécanique précédent. Bon du coup, comme vous le maîtrisiez déjà à la perfection, ça va être facile pour ce chapitre. Dans notre deuxième cas d'étude, la particule, elle va en fait se déplacer d'une armature vers l'autre armature et pas, contrairement à l'étude précédente, entre les deux armatures. Si on regarde un peu le schéma, on a toujours notre condensateur modélisé par les deux plaques A et B reliées à un générateur. Je précise que la plaque B sera l'armature positive du condensateur et la plaque A l'armature négative puisqu'elles sont reliées au plus et au moins du générateur. On a donc dans ce condensateur un champ E qui va être orienté de la plaque B vers la plaque A puisqu'il va toujours du plus vers le moins. Et du coup, notre particule qui est en train de se déplacer, elle part de la plaque A, elle est donc négative. Cette particule négative, elle va subir une force électrique orientée dans le sens contraire au champ E. Cette force électrique aura pour effet d'accélérer la particule à l'intérieur du condensateur. L'objectif de l'étude, c'est de trouver la vitesse de notre particule à la sortie du condensateur et pour cela, on va utiliser le théorème de l'énergie cinétique, delta EC égale somme des travaux des forces extérieures au système. La seule force que l'on prend en compte, c'est la force électrique. Cette force a pour travail FE scalaire AB, ce qui nous donne FE fois AB puisque les deux vecteurs sont collinéaires. Par ailleurs, delta EC, c'est la variation d'énergie cinétique, c'est donc EC en B moins EC en A. Dans la mesure où la particule part sans vitesse initiale, on se retrouve avec delta EC égale en fait ECB égale 1,5 fois m V0 carré. On repart sur le théorème de l'énergie cinétique. On a dit que la variation d'énergie cinétique, c'était FE fois AB. On appelle D la distance entre les deux plaques. On se retrouve avec delta EC égale FE fois D. Mais on peut aussi exprimer la force électrique. FE, ça sera égal à la charge fois le champ. On prend tout ça en valeur absolue, évidemment, puisque c'est la norme de notre force électrique. Et on se retrouve avec FE égale E fois U sur D, que l'on va remplacer dans l'expression précédente. On obtient ainsi delta EC égale E fois U, et on remarque que la variation d'énergie cinétique ne dépend absolument pas de la distance entre les plaques. Elle ne dépend que de la tension qui règne entre les deux plaques. Du coup, on avait dit juste avant que la variation d'énergie cinétique, ça correspondait à 1,5 fois m fois V0 au carré. On se retrouve donc avec cette expression et on peut en déduire la valeur de la vitesse V0 à la sortie du condensateur. La formule précédente, elle vaut pour une particule qui correspond à un électron. Si on généralise, on obtient la formule suivante. Allez, dernière partie du chapitre qu'il faut que vous ayez compris, c'est le fonctionnement d'un accélérateur linéaire de particules. Nous l'avions vu aussi dans le TP45. Dans un accélérateur linéaire de particules, la particule qui est émise au départ, elle va être accélérée plusieurs fois. Elle va traverser en fait plusieurs champs électriques. On va essayer de voir de façon simplifiée comment ça marche. La particule émise va passer à travers le premier champ électrique qu'elle rencontre et à ce moment-là, elle va ressortir avec une vitesse qui va être plus grande. Cette particule, elle va ensuite traverser un tube. À l'intérieur du tube, sa vitesse reste constante. Pourquoi? Parce que dans le tube, il n'y a pas de champ électrique. Une fois qu'elle sort du tube, elle va de nouveau traverser un champ électrique. Elle va encore une fois être accélérée, elle va gagner en vitesse. Lorsqu'elle rentre dans le tube suivant, où elle a été accélérée, elle va rester
encore une fois à vitesse constante, et ainsi de suite rencontrer un nouveau champ électrique, être accéléré, traverser un tube, etc. Évidemment, pour qu'un accélérateur fonctionne, il va falloir que tout soit parfaitement coordonné. Ce sont les plaques du tube qui vont créer le champ électrique. Donc les plaques, elles vont changer de signe à l'aide d'une source de tension alternative et le champ, il doit être orienté dans le bon sens pour pouvoir accélérer la fameuse particule. Évidemment, les passages dans les tubes, durant laquelle la vitesse est constante, doivent durer le même temps à chaque fois. Mais les particules, elles vont de plus en plus vite au fur et à mesure de leur avancée. Donc il va falloir augmenter la longueur des tubes pour pouvoir compenser cette augmentation de vitesse. Évidemment, tout ceci est calculé de façon extrêmement précise. Ces accélérateurs linéaires, là, aujourd'hui, ils ne servent plus que seulement d'amorçage pour des accélérateurs plus puissants, qui sont des accélérateurs circulaires, et qui vont utiliser à la fois un champ électrique et un champ magnétique. Et tout ça vous est parfaitement décrit dans la dernière vidéo de l'activité sur le LHC. Une dernière précision, ces accélérateurs de particules peuvent accélérer des particules comme des électrons, mais notamment aussi des particules positives comme les protons ou de façon générale les hadrons. Un dernier coup d'œil rapide sur ce qu'il faut savoir et savoir faire pour être au point sur ce chapitre 13. Vu ou revu dans ce chapitre, 5 formules à connaître. Déjà vu dans un chapitre précédent mais réinvesti avec les forces électriques, une loi et un théorème, deuxième loi de Newton et théorème de l'énergie cinétique qu'il faut connaître. Et du coup, ce que vous devez savoir faire, c'est citer des ordres de grandeur de capacité usuelle, établir et résoudre les équatifs de charge et de décharge du condensateur dans le cadre d'un circuit RC, établir l'équation de la trajectoire d'une particule chargée dans un condensateur, et évidemment obtenir les équations horaires correspondant à son mouvement, et puis comprendre le fonctionnement d'un accélérateur linéaire à particules. Bonne révision à tous!